Vous nous suivez toujours du côté de la radio CFM en direct sur ETélé, également sur le groupe de presse Le Matinal. Mesdames et messieurs, dimanche c'est politique, ça suit son cours normal après l'entretien avec Angèle Toboula et Théodule Roussa. Vous avez suivi donc le duel avec François-Xavier Noumon. Et puis actuellement, vous allez suivre avec moi à l'animation bien sûr l'hebdo des éditorialistes. Dimanche, c'est politique, ça suit son cours normal. Mesdames et messieurs, après l'entretien avec Théodule Roussal et Angèle Toboula, vous avez suivi donc à l'instant même le duel avec François-Xavier Noumon et moi. Je vous rattrape dans l'hebdo des éditorialistes. Nos invités, nos confrères sont déjà sur ce plateau. J'ai à ma gauche Agbo Saga, bienvenue, rédacteur en chef du journal La Primeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à Agbasaga. Bienvenue à Agbasaga, autant voilà. Pour moi, comment vous allez? Ça va très bien, ça va vous très bien. Vous avez été perturbé un peu par la pluie. En tout cas, ça arrive. Le devoir quand il nous appelle, on n'a pas le choix. Eh bien, Boko Jacques, il est rédacteur en chef du journal, du quotidien Le Matin Libre. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers consoeurs, et quotidien Matin Libre. D'accord. Oui. Et à ma droite, notre confrère Félicien Fayon du quotidien Le Matinal. Bonjour Félicien. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons vous permettre donc de choisir chacun vos sujets sur lesquels vont tourner ce débat. On va commencer par bienvenue. Alors, comme sujet, moi, je pense parler de la politique avec les universitaires. La politique avec les universitaires, quelle est l'implication réelle? Parce que nous avons eu cette semaine droit à une conférence sur regard croisé sur le quinquennat de Patrice Talon. On se demande alors quel est le rôle des universitaires dans la gouvernance. Et donc c'est de ça que nous allons aborder dans ce débat. D'accord. Alors Jacques Boko, votre sujet? Oh bon, c'est vrai que ça foisonne dans les têtes. Maintenant, le sujet qui me préoccupe, c'est le sempiternel problème de l'enseignement, notamment les aspirants. Après la rencontre avec le chef de l'État, on a constaté que les choses n'ont pas véritablement bougé, au point où le ministre d'État a dû à nouveau rencontrer les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales vendredi dernier encore. Voilà. D'accord. Alors, avec Félicien, on va parler de quoi? Oui, c'est vrai que j'ai envie d'aller hors du Bénin pour parler de la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle qui a eu lieu hier, avec tous ses contours. Et si le temps nous le permet, on peut parler de la marche des femmes pour la paix au Bénin. D'accord. Eh bien, nous allons commencer donc avec bienvenue, les politiques avec les universitaires. Oui, quand je parle de la politique avec les universitaires, je suis en train d'analyser depuis un certain temps quel est le rôle, en tout cas, des universitaires dans la politique. Est-ce qu'en tant qu'universitaire, on peut intervenir dans la politique en prenant position par moment? Et quel est ce rôle-là? Et donc, c'est comme ça que je suis tombé sur cette conférence-là qui a eu le vendredi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Une conférence qui a été parrainée par celui que vous connaissez d'ailleurs, qui parfois vient ici parler un peu de la politique. Je vais nommer le professeur Roch David Niaoui, doyen de la faculté de droit, et qui, dans son allocution, m'a touché. M'a touché parce que il dit que quand on croise les regards sur le quinquennat de Patrice Talon, vous allez remarquer que vous ne pouvez que retenir un seul mot, les réformes. Mais que dans l'opinion publique, on a galvaudé le mot réforme. C'est-à-dire qu'on a eu une conception négative de la réforme. Or, il y a au même moment un autre mouvement universitaire qui a intervenu. Et le mouvement universitaire pour la réflexion, en tout cas la réflexion en politique, dirigé par un certain docteur Patenon. Et donc, sur ce mouvement, ils disent ceci. J'ai gardé certaines expressions. Ils disent que le dialogue, en tout cas le discours, cela distingue la personne humaine de l'animal et distingue, en tout cas, le démocrate du brut, en réalité. Et donc, le scientifique, lorsque le politique déraille
c'est le scientifique qui l'amène sur le chemin. Et donc, le scientifique, en tout cas l'universitaire, c'est une lampe pour la politique. C'est la lumière pour la politique. Et donc, ce que les universitaires devraient faire aujourd'hui, le quinquennat, en tout cas, dans leur analyse, c'est que l'université doit montrer le sens qu'il faut, le sens dans lequel il faut aller. Et donc, c'est ce que ces universités-là ont fait. Et donc, en faisant un regard croisé sur les différentes réformes de Patrice Talon, ils ont remarqué nécessairement qu'il faut continuer. Parce que ces réformes-là, même si ces réformes ont touché certains intérêts égoïstes, c'est vrai, mais il faudrait nécessairement que les universitaires aujourd'hui montrent au peuple le sens de la réforme. Quand on parle de réforme, c'est de la modernisation. Quand on parle de réforme, ce sont de nouvelles choses qu'on amène. Et forcément, quand il y a de réforme, nécessairement, ça va toucher un certain nombre de choses. Et donc, l'université doit faire comprendre au peuple, à l'opinion publique, que les réformes, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais c'est pour votre bien-être. De ne pas rester dans les analyses politiques, politiciennes, mais de comprendre l'intérêt. D'où l'utilité de l'université. Même si on aurait estimé que l'université devait avoir ce qu'on appelle une neutralité asiologique, c'est-à-dire compte tenu des valeurs, l'université est là pour montrer le chemin au peuple. Et donc, il faudrait aujourd'hui, professeur Abiola l'a aussi dit lors de la rentrée solennelle des universitaires cette année, où il disait que si aujourd'hui on parle de la liberté, si aujourd'hui on parle de l'égalité, si on parle de la laïcité, ce sont des scientifiques qui, en leur temps, se sont battus. Il y a d'autres même qui se sont battus jusqu'à ce qu'on les a condamnés à mort. Ils se sont battus contre l'Église catholique. Excusez-moi, je ne veux pas stigmatiser une religion, mais à la fin des comptes, on a vu que ce sont des scientifiques qui ont raison. Et donc, les scientifiques béninois aujourd'hui doivent se limiter à faire des analyses qui visent donc à accompagner le développement et non faire des analyses qui vont dans leur intérêt. C'est ce que nous allons remarquer, que certains universitaires aujourd'hui, quand vous voyez leurs différentes réactions, vous allez vous dire que ils ne sont pas certainement, et dans la logique, ils sont en train de penser à leurs intérêts. Mais quand je fais l'analyse de cette conférence-là, je me dis, bingo, voilà ce qu'il faudrait faire et qu'il faut suivre ces genres de situations. Alors, Félicien Fayon, est-ce que vous approuvez un peu le développement que vient de faire? Je suis d'accord avec Bienvenue sur cette thématique, les politiciens et la politique et les universités, pour expliquer un peu le contexte des réformes. Ouais, je suis d'accord avec Bienvenue pour dire que normalement, l'universitaire qui est considéré comme un scientifique devait pouvoir rester dans son laboratoire comme les militaires restent dans leur caserne et n'interviennent que lorsque les politiciens échouent ou bien lorsque les politiciens ont besoin d'eux pour calmer une situation, pour gérer une situation, pour pouvoir décanter une situation et continuer. Normalement, cela devait être le cas. Il devrait être, pour moi, une référence. C'est-à-dire que lorsque les politiciens sont bloqués sur un débat donné, on devait pouvoir faire recours à eux et il leur reviendrait de questionner leur laboratoire pour sortir les solutions. L'université n'a pas le droit de faire la politique. La Constitution ne l'exclut pas. La Constitution n'exclut pas l'universitaire à la politique. Mais je dis, si ceux qui devaient être considérés comme des experts, ceux qui devaient être considérés comme des boîtes à réflexion, en viennent eux-mêmes à devenir des acteurs de la politique, enfin des acteurs principaux de la politique, alors à qui ferait-on recours en cas de blocage? C'est là le problème. Vous vous rappelez en 2011, au moment où il y avait eu une situation confuse en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo avait alors fait appel à de grands constitutionnalistes, aussi bien du pays que des autres pays voisins, pour leur demander d'interpréter les dispositions de la Cour, de la Constitution, pour voir si ce qu'il dit est vrai. Est-ce qu'il peut être encore candidat ou bien s'il y a problème? Je pense qu'il y avait eu ça. Et c'est eux qui ont réfléchi pour sortir des solutions. Malheureusement, ça n'avait pas prospéré. Mais ça ne veut pas dire que les universitaires, quand même, ne peuvent pas sortir des solutions à des crises données. Si au Bénin, par exemple, un universitaire, aujourd'hui, se retrouve sur la scène politique et pose des actes qui sont parfois contredits, ou bien on va contre ces actes-là, et que le chef d'État qui est là, ou bien ceux qui sont là, tentent de faire recours aux scientifiques et tombent encore sur les mêmes personnes, ce ne serait pas crédible, les résultats qui vont sortir de leur laboratoire. Et donc, pour moi, il devait se ranger là. Mais, s'il arrive à des moments où on voit dans des pays donnés, c'est vrai, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qui est normal, on voit des militaires intervenir pour mettre fin à la pagaille, prendre le pouvoir, gérer pour un temps avant de repasser le pouvoir aux politiciens, c'est qu'il peut arriver où les universitaires, s'ils constatent que au niveau des politiciens, ça ne va pas,
ils peuvent se lever et dire, bon, prenons, gérons nous-mêmes, corrigeons les choses et retournons leur le pouvoir. Ça devrait être ça. Mais si la politique devient une ambition pour l'universitaire, si ça devient une carrière pour lui et qu'il estime que c'est mon objectif, je dois être chef d'État ou bien je dois être député et que lui-même, il se fixe cet objectif-là, c'est qu'il va perdre, à mon avis, le vrai sens de la science. Il ne va plus sciencer comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais nous avons un grand universitaire qui actuellement se lance dans cette chasse de la présidentielle. Le professeur Joël a vous voyez, vous savez, c'est là où il y a un peu de contraste dans les choses. Cet universitaire qui se lance aujourd'hui dans la course, il a le plein droit de le faire. La Constitution lui donne le droit de le faire. Et si il travaille bien, il pourra se faire parrainer et se faire élire, pourquoi pas chef d'État, puisqu'en fait, il le cherche. Mais il y a quelques jours seulement, il a été sollicité au Mali pour venir entretenir les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, là, c'est le scientifique. Là, c'est l'universitaire. Ce n'est pas le politicien. Mais si ailleurs, il doit être le scientifique et que dans son pays, il doit être le politicien, vous voyez qu'il y a un peu de contradiction dans les rôles. C'est ma lecture de la chose. Il y a un peu de contradiction. Pourquoi ne pas rester plutôt l'expert? Pourquoi ne pas rester dans son laboratoire? Encore qu'aujourd'hui, le Bénin a travaillé pour améliorer les conditions des universitaires. Enfin, même si ce n'est pas encore ça, il y a eu un peu d'amélioration des conditions des universités. Donc, ils peuvent s'enfermer, sortir des choses. Vous voyez, on a été bloqué en mai dernier pour l'élection des maires. Et les députés avaient dû, je crois, prendre une loi complétive ou bien explicative pour pouvoir faire la désignation des maires. Mais où étaient les scientifiques? Les universités étaient où? Mais ils étaient tous dans la politique. Ils étaient tous sur le terrain politique. Et donc, on ne savait plus à qui faire recours. Voilà. Et voilà, Jacques Bokor, je pense que le contexte choisi par ces universitaires cadre bien avec l'actualité, expliquer, n'est-ce pas, le sens même des réformes aux populations. Oui, tout à fait. Maintenant, expliquer le sens des réformes aux populations, est-ce que ce doit être le rôle des universitaires seulement? Je ne sais pas. L'universitaire, vous savez, ce qui biaise le débat, c'est toujours la recherche des intérêts et puis les conditions de vie et de travail. Et ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Et ça ne date pas du temps du professeur dont vous venez de parler non plus. On a... mon confrère a cité tantôt le cas d'un enseignant à l'université qui était au colloque en question. On sait comment les chefs de département ont été positionnés au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Et ça dit que les positionnements sont politiques? Bien sûr. Avant, c'était l'élection. On élisait les chefs de département. Maintenant, la politique est intervenue pour imposer des chefs de département. Comment voulez-vous que ce chef de département dont nous parlons soit objectif dans ses analyses? Nous avons vu par le passé aussi un universitaire, avocat personnel, qui aujourd'hui est du côté du pouvoir. Il y a même que les tests ont dit, lorsque vous êtes en politique, vous ne pouvez pas cumuler les deux. On a dit jamais qu'on peut le faire. Il a fallu une décision de la cour, d'une cour sous-régionale pour dire non, halte. Voilà le droit chemin. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question de professeur à Ivo seul. Le débat, c'est le ventre, comme je l'ai dit, et ce sont aussi les conditions dans lesquelles les gens travaillent, parce que on est obligé pour connaître une promotion de tronquer son savoir, ses connaissances contre les intérêts politiques. On voit le rouge, et parce qu'on attend une promotion, on est obligé de dire que c'est du blanc, parce que les dirigeants au sommet aiment ça. Et je ne dis pas que c'est propre au gouvernement de la rupture. Non, ça date d'il y a longtemps. Suivez, on peut donner autant d'exemples. On a vu un universitaire qui a été de la société civile, qui a suivi les élections, qui du temps du général Mathieu Kérékou, rapidement, de la société civile, est entré au gouvernement, et pourtant c'est un universitaire. Donc, je vous dis, c'est autant de paramètres, et l'idéal aurait été que le scientifique, quand il sort et qu'il pond des réflexions, quand il pond des tests, qu'on sent une certaine neutralité. Mais
nous savons, ce sont les réalités propres, surtout à l'Afrique. Parce que ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Quand on invite un scientifique, surtout un spécialiste d'un domaine, quand il vient parler, que tu l'écoutes, on sent effectivement que, ah oui, ça, c'est un consultant, ça, c'est un expert. Mais ici, que ça soit dans la presse, chacun a son, je sais pas, à son bord, mais on essaye de jumeler. Est-ce que c'est pas une affaire de passion? Une question de pardon, une question d'intérêt plutôt. Osons le dire. Selon vous? Oui, une question d'intérêt. Ça, c'est selon vous? Oui, une question d'intérêt. Alors, bienvenue à Bassagan. Je crois que de passage ici sur nos plateaux, le professeur David Roch Nyaoui a semblé affirmer que la politique est innée en chacun, en chaque homme, et que la politique et la science vont de pair. Oui, il faudrait justifier cela en réalité. Aujourd'hui, je l'ai dit, que le politique ne peut évoluer sans le scientifique. Est-ce que le scientifique peut évoluer sans le politique? Oui, mais c'est vice-versa en réalité. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, le politique doit travailler et le scientifique doit travailler dans un réseau donné. Il doit être en mesure que chaque action qu'on pose doit avoir son ressort, je dirais, scientifique. Et donc, si dans l'opinion publique, les gens n'arrivent pas à comprendre que tel acte a un volet scientifique, le scientifique devait monter au créneau pour dire, voilà cette réalité-là, qui sort de tel laboratoire. Et c'est ce que je remarque chez certains. C'est vrai que tout à l'heure, on a étiqueté le fait qu'on aurait nommé les chefs de département. Or, en réalité, il y a le CNE qui a été mis en place. Et puisque le CNE est mis en place, c'est le CNE qui devait tout organiser. Alors, les douaniers qui sont là sont à la fin de leur mandat. Et donc, nous serons dans ce qu'on appelle, dans un no-mas non juridique. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut une nomination à partir de ce moment-là. Même si les gens estiment que en 2006, ou bien, oui, en 2006, au temps de Boni Yayi, on a commencé une certaine démocratisation des élections au niveau des universités. Mais il faut aller voir aussi ailleurs que ce sont des nominations qui sont faites au niveau des universités. Et donc, si on arrive là, c'est un choix de politique. Alors, s'il s'agit de nominations au niveau des universités, l'universitaire qui n'a aucune base politique ne peut donc pas accéder à un poste de responsabilité. Si on ne connaît pas son volet scientifique, son clan, en tout cas, je dirais, son poids scientifique, il faut avoir un poids scientifique donné. Des analyses, quand vous voyez aujourd'hui des scientifiques qui font des analyses, moi, je me dis, quand je lis un peu leurs différentes analyses, je dis bien, voilà des éléments pour nous comme jeunes chercheurs, si vous êtes jeunes chercheurs, de pouvoir donc savoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour les scientifiques et pour le politique? Parce que le scientifique doit toujours proposer quelque chose au politique. Et le politique doit suivre ce que le scientifique dit. Mais quand le scientifique fait des défenses scientifico-politiques, c'est là où ça gêne. Parce que eux tous, en réalité, ils cherchent leurs intérêts. C'est ce qu'on aurait estimé. Mais si vous défendez une opinion, les philosophes du siècle de la lumière, en réalité, qui ont défendu leur opinion, quand vous défendez une opinion, on voit que votre opinion qui a été défendue, c'est ça qui a été érigé en homme. Nécessairement, on peut vous appeler à gérer cette opinion-là, c'est-à-dire à être à la tête pour pouvoir donc assumer ce rôle-là. Et donc, c'est ce qui pourrait arriver à des moments donnés. Lorsque un scientifique défend quelque chose, on a vu que ce qu'il a défendu, cela est conforme à la règle, cela est conforme à la norme. On peut l'appeler à diriger les choses parce que c'est lui l'auteur de cette proposition-là. Eh bien, la question, elle demeure, oui. Vous savez, je prends juste un exemple. Dans le cadre de la COVID-19, par exemple, quand vous suivez les chaînes internationales, et vous invitez quelqu'un comme le professeur Raoult, il vient sur un plateau, je donne juste un exemple comme ça, il vient sur un plateau, vous n'allez jamais entendre, vraiment nous saluons les actions du gouvernement, non, vous n'allez pas entendre ça, mais vous invitez un scientifique, un universitaire au Bénin, il vient sur un plateau, il est obligé de faire ce raccourci-là, juste parce qu'il espère quelque chose. Non, mais pas nécessairement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, non, mais vous savez, non. Lorsqu'on vous invite pour un débat technique, vous faites un débat technique. Non, fait des clins d'œil à quelqu'un n'est pas chose mauvaise. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui commence
a dit cela, Ça veut dire a que fait des salamalek, ne sera jamais objectif dans sa tête. Je vous assure. L'autre Ça, chose, c'est quoi? c'est votre avis, c'est votre L'autre chose, avis. c'est quoi? C'est le pas de faire Mais le vous travail. voulez, C'est votre avis. ça veut dire que vous voulez d'une chose et de son contraire en même temps. L'autre chose, c'est quoi? On a par exemple besoin de faire peut-être ma promotion à l'extérieur en tant qu'universitaire. Et peut-être on a besoin de la caution de l'État béninois, du gouvernement béninois. Mais il me serait difficile, par exemple, d'aller voir un gouvernement. Je ne dis pas le gouvernement actuel, je parle dans le général. Il me serait difficile d'aller voir le gouvernement qu'on te signe directement un document sans chercher à savoir, mais écoute, quelle est sa position par rapport à ce que nous faisons. Est-ce que, bon, il a entend faire une sortie pour nous adouber, mais tant qu'il ne fera pas ça, mais tant que c'est comme ça, tant que ça sera comme ça, soyez-en sûrs, on n'aura jamais un débat sérieux, on n'aura jamais un débat scientifique. L'universitaire cherchera toujours à ramper et à s'écarter. La preuve, il y a deux droits aujourd'hui. Il y a le droit qu'on enseigne à l'université sur le campus et le droit qu'on vient appliquer quand on entre dans des institutions, quand on entre au gouvernement. Et vous voulez... Moi, je ne sais pas. Mais vous ne suivez pas, vous Non, quand même, on n'est pas étranger, vous suivez. En tant que juriste, non, c'est quoi vous êtes en train de dire? Il y a deux droits, Je ne il suis y a pas- je ne suis pas deux d'accord. droits. Il y a Je- celle- non, il y a- non, il y a non. le droit, il y a celui qu'on enseigne sur le campus et le je droit dis qu'on non. vient appliquer quand on est promu au niveau des Je institutions. ne suis pas Exemple. d'accord. Exemple. Vous voulez que je donne des exemples? Oui. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Rafiat, il y a quelques précisions qu'il faudrait donner quand on parle aujourd'hui en disant que la règle de droit qui est enseignée à l'université. Vous savez, en droit, il y a l'une des sources de droit qu'on appelle la doctrine. Et la doctrine, c'est l'ensemble des opinions émises par les auteurs. Et donc, quand on émet une opinion qui n'est pas dans la règle de droit, c'est deux choses différentes. C'est au législateur, à partir de ce moment-là, d'intégrer ce qui est de la doctrine dans la règle de droit. Mais lorsqu'il s'agit de l'interprétation de la règle de droit, il y a les différentes règles d'interprétation. Et l'interprétation d'une règle de droit peut aller aussi dans un sens de la doctrine. Et donc, quand ça arrive et qu'on dit qu'il y a une démarcation entre ce que l'on enseigne à la faculté, parce qu'on est en train de faire une démarcation entre la théorie et la pratique, à partir de ce moment, c'est dit que ce que on nous enseigne à la faculté de droit, ce n'est pas du droit qu'on nous enseigne, on nous enseigne du pipeau. Et qu'à la fin des comptes, on vient appliquer autre chose. Non, je dis non, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est les questions d'application de la règle de droit et il faut faire référence à la jurisprudence lorsqu'on veut appliquer une règle de droit, en tout cas dans ses sources. Il faut faire référence à la doctrine en son temps et il faut faire référence aussi aux différents règlements. Donc, si on met tous ces éléments dans un agrégat, il faudrait dire nécessairement que dans son application, ceux qui ne sont pas des juristes peuvent se voir, en tout cas, hors de ce cadre-là. Mais en tant que juriste, il faut l'analyser. À moins que cela soit des juristes, je le dis, des juristes qui sont en train de courir pour leur vente. Parce qu'on a une certaine méfiance par rapport à l'analyse juridique de certaines personnes à cause de leur position. De toute façon, le débat demeure. On va continuer à y réfléchir. Est-ce que le politique et l'universitaire font bon chemin? On va continuer à chercher. Alors, on tombe rapidement sur la seconde préoccupation, celle de Monsieur Jacques Bocor, qui veut s'intéresser, bien sûr, à la question des aspirants. En fait, donc, l'état des lieux de cette question. Non, vous savez qu'il y a quelques semaines... le chef de l'État, parce que tout était coincé, disons, a dû recevoir les centrales et confédérations, les secrétaires généraux, et puis... C'était la semaine passée. Voilà, il y a 2 semaines. Et au sortir de cette rencontre, nous, acteurs, nous, observateurs, on avait poussé un ouf de soulagement parce qu'on s'est dit, ben tiens, voilà, le dénouement est là. Et le chef de l'État a même pris des engagements, comme quoi la question des 30 heures sera revue. Et bon, nous on a pensé que l'école allait reprendre de plus belle, mais... vous, c'est qui? Nous, observateurs, nous, acteurs du système éducatif, parce que j'ai des enfants qui vont à l'école, donc je peux opiner sur la vie de l'école. Donc, voilà, 2 semaines après, c'est que c'est le statu quo. Et si je sors de là, c'est-à-dire, on a commencé la rentrée quand déjà? Mais la semaine écoulée, le ministre d'État Abdoulaye Biochane a rencontré exactement, j'en viens. Le 28 septembre, c'est ça? Oui. Le 28 septembre, juste un mois après. Un mois après, il y a des enfants qui n'ont pas encore écrit I dans leur cahier. Je me demande
pourquoi quand on n'est pas prêt, on veut faire une rentrée toujours. Ça a été toujours le cas. Toujours le cas. Et la rupture n'a pas pu aussi corriger les choses à ce niveau. On fait toujours une rentrée à double vitesse. C'est-à-dire, de façon officielle, on dit, bon, nous voulons rester dans la marge des 9 mois. Il faut qu'on tienne forcément. Et on regarde, comme on lance un dé, on dit, bon, la rentrée aura lieu. Alors qu'on sait pertinemment qu'en amont, on n'est pas prêt. Les enfants vont à l'école et vont errer, se gambadent dans les rues et reviennent. Le corps professoral est constitué uniquement que des aspirants? Il n'y a pas d'enseignants de mathématiques, il n'y a pas d'enseignants de français, il n'y a pas d'enseignants de sciences physiques. L'enfant va faire quoi concrètement à l'école? De façon générale, vous parlez juste de... Est-ce que vous avez fait... Est-ce que vous avez fait... quelques rares cas? Quelques rares cas, vous dites. Vous voulez qu'on fasse le tour des écoles demain et qu'on vienne rendre compte? Donnez-nous des exemples d'écoles qui n'ont pas encore d'enseignants. Mais la preuve, ils ont fait le point des enseignants qui mentent. Je n'invente pas. Hein. L'autre chose, vous avez vu beaucoup d'images circuler sur les réseaux sociaux où il y a plus de 100, parfois ou même 80 au moins dans des classes où des enfants sont à même le sol en train de recopier. C'est-à-dire quoi? Ce que nous avons subi il y a une vingtaine d'années continue. 20 ans ou bien 30 ans après. Donc je pense que jusque-là. Il y a comme on est en train de marquer le pas. On n'avance pas, selon moi. Parce que vous voyez, on ne peut pas dans un même pays, pendant qu'on parle du droit à l'éducation, faire une rentrée à double vitesse. Parce que c'est pas parce que certains placent leurs enfants, ont la chance, ont ce privilège de placer leurs enfants dans des écoles privées ou UP, que d'autres n'en ont pas. Donc moi je pense qu'il faut faire en sorte que vraiment ces questions-là soient totalement réglées. Parce qu'on ne peut pas à la veille de chaque rentrée traîner les mêmes problèmes. La question des aspirants demeure. Et on a parlé des 30 heures, on a essayé de revoir à 28 heures, mais les syndicalistes ont dû taper du poing sur la table pour demander au ministre d'État de revoir aussi. Donc jusqu'à aujourd'hui, enfin demain ce sera le 2 je pense, 2 novembre, il y a des enfants qui n'auront rien écrit dans leur cahier. Donc moi je pense que ce n'est pas bien. Et à la fin de l'année, on dira que des directeurs d'école seront déchus de leurs fonctions. Les enfants n'ont pas travaillé, ou bien c'est peut-être 100% ailleurs. Et après, on tape les mains, on applaudit et on range les problèmes et on reprend les mêmes choses. Donc moi je pense qu'il faut qu'on pense véritablement. Vous voyez, ça c'est par exemple une question prioritaire. C'est une priorité des priorités. Voilà. Alors Félicien Fayon, votre avis sur la préoccupation du mais Jacques Boucaud n'a pas menti. Le constat qu'il a fait est un constat plus ou moins vrai, plus ou moins réel. Sauf que nous devons reconnaître que nous ne sommes pas dans un pays développé. D'accord? Le Bénin n'est pas un pays développé. Et donc nous ne pouvons pas tout avoir à 100% bon. Nous devons admettre qu'il y aura des secteurs où, c'est clair, on va noter des insuffisances d'action ou bien des faiblesses. C'est dû, pas forcément à un problème d'organisation, mais beaucoup plus à des problèmes de moyens. Parce que s'il faut déployer suffisamment d'enseignants dans les écoles, c'est clair que c'est une question de moyens. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et il faut payer les enseignants, il faut des infrastructures scolaires qu'il faut déployer au niveau de ces écoles-là. Nous n'avons pas de moyens dans notre pays comme ça. Mais on ne peut pas empêcher les enfants d'aller à l'école. On ne peut pas empêcher les parents d'aller inscrire leurs enfants à l'école. Et donc, du coup, il y aura forcément beaucoup d'enfants, sinon plus d'élèves dans des écoles que de tables bancs disponibles ou que de classes ou encore que d'enseignants disponibles dans ces écoles-là. Et donc, nous ne pouvons qu'accepter cela, continuer par faire le constat, attirer l'attention des acteurs politiques, sinon que attirer l'attention des gouvernants sur le fait et faire au besoin des suggestions pour qu'il y ait amélioration. C'est pour ça que le gouvernement a encouragé la promotion des écoles privées et qui aujourd'hui, quand même, un peu partout pousse. Ça aussi, ça peut aider à désengorger le public pour que ces problèmes que nous notons par-ci, par-là ne soient plus. Mais pour le problème pour la situation des aspirants, je pense que il semble que les gens veulent une chose et son contraire. Vous savez, moi-même qui vous parle,
j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour dire, au lieu de me donner 30 heures, on m'a donné 20 heures. Et là, il faut intervenir parce que je connais des copains qui ont eu 30 heures. Et moi, on me donne 20 heures. C'est insuffisant. Je serai moins payé que les autres. Alors que c'est ces mêmes aspirants qui avaient dénoncé le fait qu'on leur ait attribué 30 heures. Ça veut dire que les gens veulent une chose et son contraire. Et tout ça, ça embrouille les directeurs sur le terrain. Ça embrouille les responsables qui ne savent plus comment faire la répartition des heures parce qu'il y a même parfois des politiciens qui interviennent, il faut avoir le courage de le dire, qui interviennent et qui embrouillent les casses. Et donc, c'est aussi une première expérimentation pour nous dans ce domaine-là. C'est sûr qu'avec le temps, ça va se corriger. L'année va se valider. Chez nous, c'est même bon. Au Togo, la rentrée n'a pas encore commencé. Oui, peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts. Non, et ils en sont conscients et ils n'ont pas lancé d'abord avant de commencer. Vous ne serez peut-être pas d'accord. C'est pour cela que nous, on dit souvent qu'il faut saluer les efforts en cours. Parce que si ailleurs, les gens n'ont pas pu encore démarrer, alors que nous, on a démarré, simplement parce qu'on a fait l'effort d'être à 80 ou 90% près, je pense qu'il faut saluer ceux qui ont fait ces efforts-là pour que nous ne perdions pas l'année. N'oubliez pas que des gens ont perdu l'année scolaire, et 2019-2020, à cause de Covid-19, mais qu'au Bénin, nous ne l'a pas perdu. Et donc, il faut quand même saluer les efforts qui se font et encourager les gouvernants à évoluer. Bienvenue à Gbassagan. Alors, sommes-nous ou étions-nous obligés, n'est-ce pas, de lancer cette rentrée puisque nous n'étions vraiment pas prêt à 100%. Non, mais cette question, je répondrai par la négation. Il faudrait le dire. Parce que nécessairement, la rentrée doit être lancée. Il ne faut même pas aller chercher midi à 14h pour pouvoir le dire. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est vrai que le métier d'enseignant, c'est un métier très difficile et que cette affaire de 30 heures qui au départ avait surpris plus d'un parce que on ne s'y attendait pas. Et puisque cela est venu aujourd'hui, il faudrait donc que des velléités soit aplani parce que si nous remarquons un certain nombre de choses sur le terrain, quand vous voyez les aspirants aujourd'hui, oui, c'est vrai que 30 heures, c'est trop pour eux. Il faut nécessairement trouver des voies et moyens. Le gouvernement s'est retrouvé dans le cas où il faut 26 heures de cours et 2 heures en plus, ce qui fait 28 heures. Et donc, il faut organiser tout cela. Il faut classer les aspirants. Est-ce qu'il faut attendre tous ces éléments-là avant de lancer la rentrée? Moi, je dis non, parce que nous avons d'un côté des agents permanents de l'État, des contractuels aussi qui sont dans le secteur, qui sont en train de tenir un certain nombre de classes. C'est vrai que les aspirants font en tout cas plus de 50% de cette masse-là, en tout cas du corps enseignant. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut d'abord encourager l'effort qui est en train d'être fait. Ce que moi, je condamne dans ce genre de choses, c'est comme si cette insuffisance du gouvernement à l'heure actuelle est devenu, je dirais, le trophée de guerre de ceux qui sont dans l'opposition. C'est ce que je n'ai pas du tout apprécié. On veut toujours utiliser toutes les situations là pour montrer au gouvernement que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui n'est pas du tout compétent. Or, en réalité, vous qui hier, vous étiez au pouvoir, le même problème s'était posé avec vous, puisque c'est une question qui date, il n'y a pas, c'est pas aujourd'hui en réalité. Donc, il faut nécessairement que dans nos différentes analyses, que nous aidons le gouvernement, que nous fassions des propositions conséquentes. Je dis propositions conséquentes parce qu'on fait des propositions qui n'ont pas leur valeur d'être. Il faudrait le dire en toute franchise. Pour résorber ce problème-là, c'est vrai qu'on demande au gouvernement aujourd'hui de les recruter carrément. Peut-être le gouvernement peut être en train d'analyser qu'en faisant ce test, il y a une possibilité de reversement. On ne sait jamais. D'ailleurs, même le président de la République aussi, lorsqu'il a rencontré, en tout cas, les syndicats, en a parlé brièvement. Il n'a pas épilogué et en tout cas, il n'a pas tergiversé là-dessus. Ce qu'il faudrait savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème d'enseignants sur le terrain et qu'il faut aussi revoir les conditions des enseignants. Ce sont des doléances que nous faisons au gouvernement et j'espère qu'à un moment donné, ils prendront cela en compte parce que c'est très nécessaire pour le corps enseignant. Parce que ce métier-là, ce n'est pas un métier facile. De toute façon, les négociations se poursuivent entre gouvernement et centrale syndicale. La suite, on l'aura dans les tout prochains jours. Eh bien, nous allons terminer avec la troisième question ou la troisième préoccupation. Ce serait donc la question des élections qui se sont tenues hier en Côte d'Ivoire avec vous, donc Félicien Fayon.
Oui, en Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons pratiquement dans la même situation d'il y a, je crois, 10 ans, pratiquement, parce qu'en 2010, on s'était retrouvé dans la même situation, sauf que c'était quand même meilleur en 2010, puisque en 2010, le taux de participation était plus important que celui qui a été enregistré hier en Côte d'Ivoire. Le problème qui s'était posé en Côte d'Ivoire en 2010, c'était plutôt, c'était pas un problème de troisième mandat, mais c'était plutôt le problème d'interprétation des tests, c'est-à-dire que les résultats proclamés par la CENI et ceux qui avaient été proclamés par la Cour, le Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'ils l'appellent chez eux. Et donc les deux institutions, les deux structures s'étaient donc contredites et ça fait que le pays avait basculé. Il y a également que la communauté internationale et certaines personnalités politiques du pays voulaient imposer Ouattara au détriment donc de Gbagbo. Il y avait eu donc tout ça là. Mais hier, ce qui s'est passé, quand moi je vois les chiffres avancés par la presse étrangère par rapport au taux de participation, je me demande comment est-ce que le Conseil constitutionnel, puisque la CENI n'aura pas forcément compétence, comment est-ce que le Conseil constitutionnel pourra déclarer cette élection vraiment validée, hein, et proclamer quelqu'un élu président de la République dans cette situation-là. Et si ce n'était pas le cas, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est l'option du gouvernement de transition qu'il faut faire et organiser les élections après? Si oui, n'a-t-on pas, pourquoi avoir-t-on perdu tout ce temps et tous ces moyens pour organiser les élections au forceps et pour en arriver à cette situation-là? Donc, ce sont mes inquiétudes. Mais j'ai salué et lu quelque chose au niveau du peuple ivoirien. Il y a eu une maturité comment on appelle, des citoyens que moi j'ai lu, qui n'ont pas accepté, d'accord, opter pour la violence d'il y a 10 ans. Malgré les appels à la désobéissance civile, à part quelques-uns qui ont manifesté contre, je crois que la plupart des populations avaient plutôt préféré donc s'enfermer chez elles, chacun rester chez lui pour ne pas sortir, pour éviter tout problème. Ça veut dire qu'en réalité, les peuples prennent conscience de ce que les violences ne leur profitent pas. Les violences vont contre eux plutôt que à ceux qui sont au pouvoir et qui veulent le pouvoir. Cela dit, ça doit inspirer les autres peuples qui entourent la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour que si les acteurs politiques, les politiciens les appellent à la violence, ils n'ont qu'à analyser bien pour dire, mais si nous optons pour la violence, où est-ce que nous allons? À qui cela donne davantage? Et ça m'amène à déboucher sur la marche pacifique qu'il y a eu au Bénin hier pour dire que il y a eu plus de peur que de mal. Et que avant, si cette marche-là avait été programmée, non seulement des militaires seraient déployés, déversés dans la rue, mais aussi que des badauds auraient donc infiltré les rangs de ces femmes-là pour profiter et saccager le bien public. Alors, Jacques Boko, votre appréciation sur l'élection en Côte d'Ivoire hier? Non, bon, d'abord, ce que j'observe, c'est vrai, ce taux de participation, il fallait s'y attendre parce que, d'abord, pour le retrait des cartes d'électeurs, ça tournait autour de 40%, parce que les populations ont bien tenu compte de l'appel à la désobéissance de l'opposition. Donc les gens ne sont pas sortis pour aller chercher les cartes et mêlés au climat d'incertitude dans lequel l'élection s'est tenue. Vous savez, il y a un acteur qui dit que lui, il va rentrer le jour de l'élection. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, toute cette psychose qui a été, disons, vendue, hein, la peur qui a été vendue dans l'opinion, les gens n'avaient pas intérêt à sortir. Maintenant, taux de participation, que ça soit faible ou non, c'est sûr que la constitution ivoirienne n'a pas prévu un seuil, et on l'a déjà vu dans d'autres pays aussi, hein, que vous connaissez très bien, où malgré le faible taux de participation, on a quand même validé les élections. Donc, ce taux, qu'on fasse des arrangements pour que ça soit revu un peu à la hausse, ça ne va pas m'étonner, et que l'élection du président Ouattara soit validée, ce serait le contraire qui allait m'étonner. On tend vers cela. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On attend de voir. Est-ce que ceux qui ont été candidats et qui ne sont pas, par exemple, rentrés, parce que c'est le propre de beaucoup de pays, hein, malgré, par exemple, le fait que la Cour, la CPI a décidé que Gbagbo peut rentrer. Je pense que tout a été mis en œuvre pour qu'il ne rentre pas.
Il y a un problème de passeport qui s'est posé, on a joué sur le temps qu'on organise les élections, hein, on cherche toujours des subterfuges. Bon, bref, l'élection a eu lieu déjà. Croisons les doigts pour que tout se passe bien du côté de la Côte d'Ivoire, parce que quand ça va mal en Côte d'Ivoire, je pense que c'est toute la sous-région qui va en pâtir, parce qu'au-delà de tout, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays presque émergent. Donc, je pense que il faut qu'on croise les doigts et que peut-être d'ici mercredi ou jeudi au plus grand tard, qu'on ait les résultats et que tout revienne à la normale. Eh bien, bienvenue à Bassagan. Hier, les femmes ont marché comme elles ont prévu le faire, sans difficulté, sans violence. Voilà. C'est la preuve que la démocratie béninoise, elle vit en réalité. Vous savez, tel que cela était projeté, c'est comme s'il y aurait des actes de vandalisation. Et comme ce que nous avons vu dans un passé récent, que je ne voudrais pas... Voilà. Et je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que ce sont des événements désolants et désagréables. Et ce qu'il faudrait dire par rapport à cette marche-là, il est bien vrai qu'il faut manifester son désarroi et de manière pacifique. C'est la meilleure manière de pouvoir donc revendiquer quelque chose. Et donc, si aujourd'hui, dans notre pays, où il faut, en tout cas, je dirais, l'opinion plurielle, nous l'avons eu hier avec cette marche-là. Alors, je me dis, est-ce que cette marche-là, en tout cas, avec les différentes revendications, quel lobbying il faut mettre en place pour que les différentes revendications aient, en tout cas, une solution? Parce que j'ai lu par endroits qui disent qu'il n'y a pas la paix au Bénin. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. Nous devons savoir, entre peuples, faire une démarcation entre le peuple et ces genres de politiciens. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des politiciens qui sont des instigateurs des actes de violence. Eux, ils restent en toile de fond. Et il faudrait dire au peuple qu'il faut avoir une maturité. Une maturité en raison du fait que les matis ne sont jamais les politiciens. Les matis ne sont que ces citoyens lambda. Permettez-moi de faire cette démarcation-là. Et que si ce que vous défendez ne relève pas de votre conviction, ne vous mettez pas dans les rues. Ne vous mettez pas dans les rues à cause des sous qu'on vous donnerait. Parce qu'on sait, on connaît comment cela marche. Quand je mets ces différentes femmes dans la masse-là, allez questionner, c'est-à-dire dans leur intimité, ces différentes personnes, pour dire, dites-le nous, c'est-à-dire en toute franchise, cette marche-là que vous avez menée, est-ce que c'est de votre propre volonté? Vous allez voir, sur 10, vous allez voir au moins 8 qui vous dira, en tout cas, que ce n'est pas de ma volonté, puisque telle personne est de mon clan. En réalité, on m'amène, on dit qu'il faut marcher. Voilà, c'est comme ça que cela a toujours évolué. Quand j'ai vu certaines femmes, on construit aujourd'hui des marchés. Je me demande quelle est sa difficulté par rapport à la construction de ces marchés-là. Si vous voyez un peu ce que le peuple a besoin, ce dont le peuple a besoin, ce ne sont pas ces genres de choses. C'est que lui qui trouve la quiétude de pouvoir vendre au marché. C'est ce qui importe pour lui. Que le cultivateur ait le temps d'aller dans son champ et cultive et récolte et puisse manger à la maison. Voilà autant de choses, autant de facteurs. Et je dis que les politiciens qui restent, en tout cas, qui restent dans l'ombre et qui tissent la ficelle, je dirais, il faut faire beaucoup attention que nos actions, nos actes soient posés dans l'intérêt de la paix. C'est donc ainsi votre mot de conclusion. On va permettre également à Jacques Bokor de conclure cet entretien. Non, comme conclusion, moi je dirais simplement, ou je nous appellerai, nous acteurs des médias, par exemple par rapport à cette marche. C'est vrai, moi je n'étais pas sur le terrain. J'ai vu passer quelques images sur les réseaux sociaux. C'est peut-être notre rôle aussi de nous intéresser à quelle catégorie de femmes, qui sont ces femmes-là qui ont marché effectivement la fois dernière. Est-ce réellement les femmes des marchés? Est-ce réellement des femmes qui ont des ramifications au niveau de l'opposition, ou bien est-ce des femmes qui ont des ramifications au niveau de la mouvance? Moi, je pense que c'est notre rôle aussi de nous intéresser à ces petits... à ces aspects-là, parce que ça allait beaucoup plus intéresser que d'aller braquer des caméras, de revenir et dire qu'il y a eu marche et que vive la démocratie, que tout s'est bien passé. Non. Est-ce que
là-dessous, il n'y a pas d'autres mobiles, d'autres motivations. Donc, moi, c'est ce que j'ai à placer comme mot de conclusion. Alors, Félicien Fayon, quelques secondes. Oui, non, mais pour dire que moi, je prends plutôt cette marche au sérieux, surtout certaines revendications, notamment la paix, pour dire que c'est un appel lancé aux politiciens, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, pour dire que c'est les femmes qui souffrent beaucoup plus, sinon elles demandent la paix. C'est pour dire que les élections qui s'annoncent pour quelques mois au Bénin, elles doivent se dérouler dans la paix et dans la quiétude. Sinon que le reste, je pense qu'il y a les microcrédits pour elles, il y a les marchés qui sont en constitution. En tout cas, tout se fait pour que les femmes soient à l'aise. Eh bien, c'était donc l'hebdo des éditorialistes. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez suivre le bulletin de l'information avec la rédaction de E-Télé. Et juste après le bulletin, l'équipe de Dimanche sur ces politiques se regroupe donc pour le débrief.